Imagine, tu vis à Singapour, Dubaï ou Londres, tu as économisé un bon capital et tu veux investir en France, mais pas question de gérer des locataires à distance ou d'attendre 20 ans pour voir ton investissement fructifier. Alors tu te demandes, l'achat-revente, ça pourrait être la solution pour moi. Est-ce que c'est faisable depuis l'étranger? Quels sont les pièges à éviter? Aujourd'hui, je vais tout te dire et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si cette stratégie, elle est faite pour toi ou pas du tout. L'achat-revente, une opération immobilière qui se déroule en 3 temps. Premier temps, tu achètes un bien immobilier sous-évalué ou avec un potentiel inexploité. Tu le valorises par la suite avec des travaux ou une optimisation tout simplement administrative, par exemple en le découpant. Puis tu le revends généralement entre 6 à 24 mois après l'achat du bien immobilier. Alors, attention, on n'est plus du tout dans le même monde que l'investissement locatif. Tu ne cherches pas de locataire, tu ne vises pas des revenus mensuels, tu vises une plus-value unique et significative. En fait, c'est une activité commerciale avec des contraintes juridiques et fiscales assez spécifiques. Le premier type d'opération, généralement, il va s'agir de rénovation d'appartements anciens en appartements coup de cœur, en appartements modernes, en appartements réaménagés. Ça, c'est ce qui marche quand même très facilement et c'est ce qui est le grand classique, notamment quand on est non-résident parce que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de démarche administrative ou très peu. Il n'y a pas non plus de complexité technique, donc c'est quand même assez simple. L'autre type d'opération qui est quand même assez abordable, ça va être le réaménagement et l'optimisation de l'espace dans un logement plutôt obsolète. Je pense par exemple à des studios de 30 mètres carrés. Moi, ça, je l'ai fait environ 6 ou 7 fois facilement. J'ai pris un studio et je l'ai transformé en T2 et ça marche très bien. Ensuite, il va y avoir des choses un peu plus techniques comme la division d'une maison en plusieurs logements, en plusieurs studios. Il existe également le changement d'usage, c'est transformer un bureau en logement. C'est pas si complexe que ça à réaliser. Il faut juste des autorisations, un changement d'usage et c'est terminé globalement. Il y a un autre élément, ça va être la surélévation ou l'extension de maison. Ça, vous pouvez le faire dans les zones à fort mètre carré, donc avec un prix de mètre carré très élevé. Vous allez gagner une grande surface, vous allez gagner peut-être 5, 6, 10 mètres carrés. Or, le prix du mètre carré, quand il est 10 000 euros, vous gagnez soudainement 100 000 euros, moins les travaux. Mais les travaux, généralement, vont même pas correspondre à 20% de la valeur du prix du mètre carré. En tout cas, dans ma zone, c'est ce qui se passe. Alors, comment opérer depuis l'étranger? Premier point crucial, tu dois avoir une équipe en béton sur place. Si tu n'as pas ça, n'essaye pas de faire de l'achat-revente, sinon tu vas aller droit dans le mur ou alors en tout cas, tu vas avoir de grosses difficultés. Alors voici ton équipe d'indispensables. Premier plan, évidemment, il faut avoir un réseau d'agents immobiliers, c'est quand même super utile pour trouver des bonnes affaires. En réalité, t'as pas forcément besoin de ça, il y a plein d'astuces. Regarde dans les vidéos de ma chaîne YouTube, je te donne pas mal d'astuces à ce sujet-là. Deuxième chose, un architecte responsable, réactif et malin. Ça peut être très important parce que quand on va faire de l'achat-revente, de temps en temps, il faut des autorisations, comme je le disais. Et donc, avoir quelqu'un qui peut t'aider sur le volet administratif, sur le côté des plans, sur le côté des métrés, c'est-à-dire prendre tous les métrés de l'appartement, nous, quand on n'est pas là. Et puis, cette personne, elle pourra aussi superviser les travaux. Ensuite, un notaire qui comprend les enjeux des non-résidents. Donc là, il faut vraiment qu'il soit adepte de cela, qu'il connaisse les subtilités, qu'il soit aussi flexible dans la démarche de signature, dans la démarche de reconnaissance du signataire, toi, ton identité, etc. Qu'il te défende corps et âme dans les clauses du compromis. C'est ce qui se passe avec mon notaire, je le mets à disposition de tous les membres de l'accompagnement et c'est à chaque fois game changer, il n'y a pas de débat. Enfin, il faut un comptable quand même très carré parce que ça va être une comptabilité parfois un peu différente. Ensuite, il faut un système de délégation et de contrôle. Tu dois absolument mettre en place des réunions de chantier hebdomadaires minimum en visioconférence. Moi, ça, je le fais tout le temps. J'ai un groupe WhatsApp avec mon architecte tout simplement. Et là, on échange et on a un planning et on fait des visios de manière hebdomadaire, même parfois 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'état d'avancement du chantier. Il faut mettre en place un système de reporting photo et vidéo des avancées. Il faut prévoir également des aléas dans les travaux, ça arrive assez fréquemment et en plus quand on est à l'étranger, il faut savoir parfois un peu payer plus cher. C'est pas très grave parce que comme je le dis souvent, un investisseur ne regarde pas combien ça coûte, il regarde combien ça rapporte pour ce qui est de la structure juridique adaptée. Alors là, on va tout entendre, les personnes vont nous dire non, il faut du nom propre, non, il faut de la SAS, non, il faut de la SARL, non, il faut de la SCI. Où est-ce qu'on va ?
En fait, la structure idéale, elle va dépendre de plusieurs éléments. Pour commencer, généralement, le nom propre, c'est ce qui marche le mieux. Je n'aurai pas le temps d'aborder cela, mais dans mes programmes d'accompagnement et même tout simplement d'investissement, on a des stratégies fiscales qui sont hautement rentables puisqu'elles te permettent d'être totalement exonéré sur ta plus-value immobilière en tant que non-résident. Et ça, c'est assez magique. Si tu veux en savoir plus et si tu veux être accompagné à ce niveau-là, tu peux réserver un lien dans la vidéo YouTube et tu parleras à moi ou une personne de mon équipe qui pourra t'en dire davantage et pourquoi pas préparer même une stratégie personnalisée d'achat-revente. Sinon, si tu fais beaucoup d'opérations, au bout d'un moment, il faudra en effet se professionnaliser et avoir une véritable structure juridique. La SAS, ça peut être pas mal, ça peut permettre d'enchaîner les opérations. C'est un outil qui est intéressant. Un point hyper important quand tu vas te lancer dans toutes telles opérations, il faudra bien regarder la convention fiscale et les règles fiscales transfrontalières. C'est ce qu'on fait parce qu'en fait, il est possible que tu sois exonéré d'impôts en France, mais que la convention fiscale ou ton pays de résidence te fasse payer des impôts chez toi, là où tu habites, et tu veux éviter ça. Et donc, il faudra absolument tout optimiser. Alors soyons clairs, l'achat-revente n'est pas un placement sans risque. Il y a un risque de marché. Si par exemple le marché se retourne, les ménages ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, tu auras des plus grosses difficultés à vendre le bien immobilier. Il y a également un risque de portage. Chaque mois supplémentaire érode en fait ta marge. Les frais de crédit, les taxes, la vacance locative, le retard des travaux fait que chaque mois en fait tu perds de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est aussi une course contre la montre parfois et il faut faire attention à ça. Il y a également un risque de dépassement de budget sur les travaux, ça arrive assez fréquemment parce qu'en fait quand on fait du coup de cœur, quand on fait des choses un peu haut de gamme ou du moins en impression de haut de gamme, on va faire attention aux détails parce que c'est ça qui va compter, on va faire attention à la beauté et à l'esthétisme et c'est comme ça que généralement on va devoir dépasser les budgets. Et puis si tu fais beaucoup d'achats-reventes, tu peux être considéré comme un commerciant. Et donc, il y a des risques associés à cela. Tu dois donc maîtriser la TVA immobilière sur la marge ou sur le prix total, ça va dépendre. Et donc, si tu es soumis à l'impôt sur les sociétés et aux prélèvements sociaux, tu dois anticiper toutes ces choses-là. Le prix du mètre carré est quelque chose à regarder davantage. Puisqu'en fait, même si vous faites un coup de cœur hallucinant dans un certain quartier, vous serez parfois enfermé dans la tranche, dans la fourchette du mètre carré de ce quartier-là et vous aurez du mal à vous en débarrasser. Alors pourquoi l'achat-revente peut être particulièrement intéressant quand on est expat et non résident? Déjà, zéro gestion locative. Donc pas de locataire à gérer à distance. Alors bon, moi j'ai pas mal de locataires, mais bon, c'est quand même un luxe de ne pas en avoir parce qu'en fait, gérer les humains, c'est pas ce qui est le plus facile. Ensuite, cash rapide. On vise habituellement minimum 20% de marge nette. Ça peut arriver d'aller vers les 15%, mais l'idéal de l'idéal, c'est minimum 20% de marge nette. C'est également un bon moyen de rapatrier du capital en France sans passer par les contraintes bancaires internationales parce que vous n'allez pas payer de frais de change. Et puis, vous allez vous créer un capital en France, donc ça peut être pas mal. Ça peut être aussi une stratégie de diversification par rapport à tes autres investissements. Tout simplement, tu diversifies ton risque, donc il y a de l'intérêt là-dessus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'achat-revente te permet de te constituer rapidement une trésorerie importante. Et ça, c'est conséquent parce que ça veut dire que si tu as peu ou moyennement de la trésorerie, ça peut te permettre d'accélérer la création de ton patrimoine. Alors ensuite, il y a une question que j'espère vous être posée. Comment vous faire financer cette opération quand on habite à l'étranger? Dans la plupart des cas, et surtout au début, il faudra privilégier un discours d'investissement locatif parce que les banques vous prêteront beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment d'investir en général en nom propre pour sa première opération. Ça passera beaucoup plus facilement. Alors certes, ça sera un mensonge, ça sera pas vraiment vrai parce que généralement, si vous faites cette opération, c'est que vous voulez revendre le bien, mais vous aurez le prêt beaucoup plus facilement qu'en étant malheureusement transparent. Ce qui veut dire que ça va potentiellement poser un problème dans la relation long terme avec la banque, alors que c'est jamais ce que je fais d'habitude et c'est jamais ce que je conseille. Mais pour une telle opération, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. C'est pour ça que je vous conseille de opter pour une banque dont vous avez la quasi-certitude qu'elle vous suivra pas vraiment sur les prochaines transactions, ou alors de tomber même sur un conseiller, une agence, un directeur d'agence assez flexible et pourquoi pas aussi par la suite lui expliquer que vous avez tout simplement changé d'avis.
puisque vous êtes rendu compte que le bien ne correspondait plus à vos désirs, que c'était trop de problématiques, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, peut-être que vous pourrez vous raccrocher tout simplement aux branches et garder la relation long terme avec la banque. D'autant plus que lorsqu'elle verra que vous avez réalisé une grosse plus-value, vous aurez un argument de poids pour en effet la convaincre de votre crédibilité et votre sérieux. Ensuite, si vous faites une opération d'achat-revente et que vous allez démarcher les banques dans ce cadre-là, à ce moment-là, il faut un dossier de financement ultra complet. Il faut prévoir 30% d'apport personnel. C'est généralement ce qui est recommandé parce que les banques, elles ne veulent pas prendre de risques et donc elles vont demander 30% d'apport personnel. Alors parfois, on peut négocier moins, ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais c'est quand même la moyenne des banques, de la plupart des banques qui financent des opérations de marchand de biens. Alors, un exemple chiffré du coût pour une opération de 300 000 euros, tout compris, achat, travaux, etc. Faudra compter environ dans les 100 000 euros d'apport, ça correspond à 30%. Il y aura 10 000 euros de frais de notaire, 5 000 euros de frais de comptabilité, structure, etc. Mettez et ayez quand même en tête 15 000 euros de buffer de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir votre financement. Ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de trésorerie. Il y a d'autres stratégies beaucoup plus techniques que j'appelle d'ingénierie financière que je pourrais pas aborder ici, mais pour refaire des achats-reventes très efficaces, très rentables et avec des structurations fiscales et financières qui sont beaucoup plus puissantes. Si vous voulez les connaître et si vraiment vous êtes intéressé par ce genre d'opération, faites-le moi savoir ou organisez tout simplement un appel avec mon équipe. Une chose est sûre, l'achat-revente, c'est l'arme ultime des investisseurs ambitieux et audacieux. C'est plus risqué que l'investissement classique, mais le potentiel de gain est juste proportionnel et même parfois exponentiel. Si tu veux être accompagné dans une opération d'achat-revente, eh bien à ce moment-là, mon équipe et moi, on peut te proposer notre aide et à ce moment-là, je te conseille tout simplement de booker un appel qui est juste dans le lien de la description de la vidéo YouTube. On pourra t'aider pour sourcer des biens à fort potentiel, pour t'aider à faire le montage du dossier, pour suivre pourquoi pas les travaux. Donc clique sur le lien si tu souhaites réserver un tel appel stratégique. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Ciao, ciao.